Beaucoup de choses ont déjà été dites sur la mondialisation. Moi, en tant que syndicaliste, je voulais appréhender, alors forcément brièvement et donc de façon un peu schématique, vous m'en excuserez, donc la mondialisation à travers plus particulièrement ses effets sur le travail, mais aussi ses impacts sur le comportement des salariés, je dirais singulièrement des ingénieurs, cadres et techniciens, et puis sur des revendications parfois nouvelles qui en émergent, quelques actions syndicales et probablement de nouvelles aussi attentes vis-à-vis du politique qui pourrait en découler. Alors la mondialisation induit quand même de grandes modifications à la fois dans le rapport au temps et puis à la qualité de la vie, parce qu'elle transforme profondément le travail tant au plan quantitatif que qualitatif. Elle accélère la division internationale du travail en n'assurant plus le droit au travail, mais aussi en rendant très inégalitaire le droit du travail. Alors on a vu, notamment dans les pays occidentaux, dans cette recherche effrénée de baisse du coût du travail, de mise en concurrence donc des travailleurs, le travail non qualifié qui s'est raréfié dans ces pays occidentaux et délocalisé dans les pays à moindre coût. Et puis aujourd'hui, ça s'étend à la délocalisation et au dumping social autour du travail qualifié, en exploitant par exemple les salariés qualifiés de l'Europe de l'Est ou encore les informaticiens de l'Inde par exemple. On a donc une concurrence et un dumping social qui vraiment produisent, et ça a déjà été dit, plus d'instabilité, plus d'insécurité au plan à la fois individuel et collectif, et bien sûr, ça impacte le comportement des salariés. Et je crois que c'est vraiment dans le cadre de cette mondialisation et de cette instabilité générale que l'on doit pouvoir rechercher effectivement la sécurité sociale professionnelle et la sécurisation des parcours professionnels. Mais lorsqu'on a dit ça, il me semble que ça nécessite, avec tous les acteurs d'ailleurs concernés, de revenir et de mieux cerner peut-être le vécu professionnel, mais aussi la perception de la mondialisation des salariés. Alors bien sûr, je vais être là aussi un peu schématique. Mais je rejoins ce qui a été dit dans le sondage. Il y a vraiment une perception dans le monde du travail qui reste très ambivalente de la mondialisation. Avec d'un côté une mondialisation qui semble satisfaire des aspirations au travail, en particulier chez des jeunes ou au niveau des ingénieurs, cadres et techniciens, notamment parce qu'elle permet une multiplication des échanges, des projets multiculturels, une diffusion dynamique de la connaissance et de l'instruction. Et puis de l'autre, une mondialisation qui inquiète, une mondialisation qui est rejetée parce qu'elle réinterroge sur les droits sociaux, les garanties collectives, leur pérennité, leur dimension, et puis le dumping social généralisé. Et on a vraiment dans cette perception un risque grand que la mondialisation dans le monde du travail, dans le salariat, soit un peu considérée comme un rouleau compresseur. Ce lot inexorable d'inégalités sociales, d'alignement vers le bas des droits sociaux, d'où d'ailleurs parfois des rejets violents de l'Europe, peut-être contrairement à ce qui a été dit au plan donc du sondage. Avec aussi des comportements de repli sur soi. Alors on a parlé d'individualisme, de corporatisme, on a aussi des replis identitaires, y compris dans le monde du travail, et puis avec ce que ça peut donner comme lutte parfois de désespoir, parce que ça existe, et puis aussi du populisme. Et puis de l'autre, à contrario, on a aussi cette même mondialisation qui génère des perspectives, qui produit, je l'ai dit, un accroissement des connaissances, de l'instruction, et qui donne surtout à chacun une envie de dire son mot, une envie d'intervenir sur ce qui le concerne, et ce qui le concerne, avec le sentiment que ce qui le concerne, c'est aussi le monde, parce qu'il existe aujourd'hui des interdépendances justement générées par cette mondialisation. Et on a donc une mondialisation qui crée des aspirations nouvelles, avec des possibilités d'action nouvelles, que l'on retrouve notamment dans de nombreuses revendications dans les entreprises, et y compris dans les firmes multinationales, de nouveaux droits d'intervention sur ces lieux de travail, de démocratie, et qui pose avec force la question de la gouvernance, du qui décide, mais aussi du lieu où va se construire cette gouvernance choisie et partagée. Alors parmi le salariat, on a l'encadrement qui se trouve au cœur de la mondialisation, parce qu'il est à la fois, je dirais, acteur des stratégies financières des entreprises, mais aussi victime, au même titre que les autres salariés. Et cette question de la gouvernance de la mondialisation renvoie à la façon dont peuvent s'exercer les responsabilités de l'encadrement. Responsabilité, je dis bien en tant qu'acteur et vecteur des stratégies financières des entreprises. Et en ce sens, les revendications donc des salariés en responsabilité sont bien un enjeu
de transformation sociale de la mondialisation. La logique de financiarisation de cette mondialisation percute aujourd'hui violemment l'éthique professionnelle, notamment de l'encadrement. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par toute une série de luttes qui ont émaillé l'année 2004, luttes importantes, unitaires, et luttes de cadres, certes, dans des différentes professions, mais qui toutes avaient un fil conducteur commun. Ça a été la lutte des magistrats, des travailleurs sociaux, des chercheurs, des enseignants, des urgentistes, et j'en oublie, qui toutes avaient pour objectif commun de se réinterroger et de revendiquer sur le sens de leur travail, la finalité de leur travail, le rapport de leur travail à la collectivité, on l'a vu sur la recherche, l'enseignement, et puis en même temps leur éthique professionnelle et les moyens d'exercer leurs responsabilités. On a donc vraiment dans ces catégories une volonté nouvelle de donner un contenu social à leurs responsabilités au nom d'une éthique professionnelle et qui affirme une nouvelle solidarité choisie. Alors, ce mouvement en profondeur du comportement, donc du changement de comportement des ICT, des ingénieurs cadets techniciens, a permis déjà de transcender un certain nombre de clivages au sein du salariat, au sein des organisations syndicales. Par exemple, ça nous a permis de créer un manifeste sur la responsabilité sociale des cadres, qui est à la fois porté par des organisations syndicales, l'UJIC-CGT, la CFDT Cadre, mais aussi avec toute une série d'associations d'obédiences très différentes. Le Centre des jeunes dirigeants des entreprises, à côté de la CGT, le Centre des jeunes dirigeants des entreprises de l'économie sociale, la Fondation des droits pour le progrès de l'homme, Ingénieurs sans frontières, l'École de management de Paris, et je dois certainement en oublier. Le porter au plan syndical, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de demander et d'obtenir des droits nouveaux pour l'encadrement en situation de responsabilité, y compris parfois d'ailleurs dans des groupes multinationaux, donc au cœur des rapports de domination nord-sud, de leur donner un droit de refus et d'alternative pour qu'ils puissent avoir collectivement le pouvoir de dire non au nom de leur éthique professionnelle, de leur responsabilité professionnelle par rapport à des orientations financières, donc des firmes, y compris internationales. C'est bien sûr une revendication qui nous paraît fondamentale pour tous les salariés d'ailleurs de la planète. Mais c'est aussi, me semble-t-il, un mouvement qui se dessine pour donner des moyens concrets d'intervention pour déjà transformer socialement la mondialisation. Alors, si j'ai cité cette action syndicale, que l'on souhaite d'ailleurs porter au prochain congrès international du syndicalisme international, l'Union Network International, congrès qui a lieu à Chicago avec force sur cette manifestation sur la responsabilité sociale des cadres, c'est aussi parce qu'il me semble que ça commence déjà à illustrer des attentes vis-à-vis du politique, du salariat et plus particulièrement donc de l'encadrement. Peut-être d'abord la nécessité et les attentes de construction d'alternatives à la mondialisation libérale, mais qui partent, qui intègrent le travail et les transformations dans le travail. On a une aspiration qui monte, je l'ai dit, à chacun de dire son mot, à chacun d'intervenir, mais d'intervenir pour d'abord changer positivement son vécu quotidien. Et on a parfois l'impression, quand on discute avec le salariat, que le politique est vu, ou du moins l'action du politique apparaît régulée par le haut, simplement, la mondialisation. Après Porto Alegre, il y a eu Davos. Et qu'est-ce qui relie ces deux événements si ce n'est l'existence des multinationales? Et dans ce cadre, où se trouve la démocratie lorsque les droits acquis dans la société civile n'existent pas dans ces entreprises? La mondialisation, on l'a dit, crée des interdépendances dans les économies, mais cette interdépendance est bien le produit des multinationales. Ne faudrait-il pas une intervention politique qui traite à la fois de façon globale l'emploi, mais qui réponde aux aspirations du salariat en visant une transformation de son vécu au travail et donc en prenant en compte les transformations du travail? Le retour à des normes sociales partout n'implique-t-il pas un retour sur les conditions de travail, sur les droits d'intervention et sur la responsabilité sociale des entreprises? Alors, je sais que c'est un terme à la mode, néanmoins, il s'est constitué un forum citoyen sur la responsabilité sociale des entreprises qui regroupe là encore des organisations syndicales, CGT, CFDT, CGC en France, mais aussi de nombreuses associations, y compris des associations internationales, et qui elles-mêmes amènent un certain nombre de propositions concrètes pour obliger des entreprises multinationales, effectivement, alors là en France c'est dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques, mais à établir un bilan, une analyse et de manière publique
des conséquences de leur activité au plan social et au plan environnemental. Je n'ai pas le temps d'y revenir là, on pourra peut-être en revenir dans la discussion. Autre attente, et je dirais singulièrement là encore de certaines catégories dans le salariat, c'est quand même la prise en compte de l'évolution du salariat, mais l'évolution du salariat dans le cadre justement de ces nouvelles possibilités de transformation sociale de la mondialisation. Ne doit-on pas rompre, parfois au plan politique, voire même d'ailleurs au plan syndical, il y a encore beaucoup à travailler sur ces questions, avec une vision quand même qui reste très statique du salariat, mais du salariat d'hier, voire une vision, pire, binaire du salariat. Vous savez, entre ceux qui possèdent, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus favorisés que les autres, et puis les précaires et les sans. Parce que tout de même, avec la mondialisation aujourd'hui qui génère une insécurité sociale généralisée, aujourd'hui un salarié qui a un statut, qui a un travail, voire à qui on reconnaît sa qualification, demain, il peut très bien devenir un précaire, il peut très bien devenir un sans. Alors je pense que politiquement, et je répète syndicalement, en rester à un peu cette vision fracturée du salariat, hein, pour aller vite, les ouvriers employés d'un côté, et puis les ingénieurs, les cadres et les techniciens de l'autre, eh bien, c'est ne pas appréhender les changements de comportement dans l'encadrement, les revendications nouvelles qui en découlent, et puis je dirais, le fait que l'encadrement, alors que ça nous plaise ou non, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, est un enjeu aujourd'hui stratégique de toute transformation. Transformation dans le travail, avec les nouvelles technologies, je ne développe pas. Transformation dans le social, quand on sait notamment que le MEDEF, mais l'UNICE aussi en Europe, pareil, le patronat, donc, expérimente sur ces catégories de nouvelles méthodes managériales pour éroder, voire éradiquer les droits sociaux, contrat d'objectif, contrat de mission, les juniors, etc. Là encore, je ne développe pas. Transformation au sein de l'économie, puisqu'on sait que de par leur place, leur rôle, c'est eux qui vont être porteurs des stratégies unilatéralement décidées par les firmes multinationales. Alors après, une question peut-être un peu plus politique, et qui là m'est un peu personnelle. Voilà, moi je m'interroge parce qu'on a vraiment ce changement durable de comportement dans l'encadrement. Or ça se traduit par une distance vis-à-vis des stratégies financières des entreprises. Tous les sondages le donnent et c'est une réalité. Un engagement, y compris des ingénieurs cadres et techniciens, dans le mouvement altermondialiste. Parce que Attac ne le donne pas, mais c'est aussi une réalité, 90% de ses adhérents sont ingénieurs cadres et techniciens. Voilà, c'est une réalité. Des luttes sur les revendications, donc, d'une responsabilité sociale. Et puis rien, pas de concrétisation, je trouve en tout cas, au plan politique. Comment se fait-il qu'on a un encadrement qui manifeste, alors certes à des degrés divers et des actes divers, ce n'est pas le cas de tout le monde, j'en conviens, la plus forte critique contre la mondialisation financière parce qu'il y est confronté dans son travail et ne se retrouve pas, notamment dans le vote, pour les partis politiques qui sont le plus porteurs de discours et d'engagement sur les transformations sociales de la mondialisation. Pourquoi cela n'interrogerait-il pas ces mêmes partis politiques? Et puis je terminerai en disant qu'il y a aussi des attentes qui ne se définissent pas seulement contre la mondialisation, qui ouvrent des perspectives et qui permettent des débouchés durables à des conquêtes sociales durables. Alors, je crois que c'est Robert qui le donnait dans son introduction. On voit bien à la fois l'intervention excellente au plan pédagogique de certains mouvements altermondialistes pour faire comprendre les ressorts de la mondialisation, et en même temps, on voit bien les limites que rencontrent certains de ces mouvements altermondialistes qui luttent surtout contre la mondialisation, notamment lorsqu'il s'agit de réfléchir à une nouvelle gouvernance mondiale. On ne peut instaurer une gouvernance mondiale choisie et partagée par le Nord comme par le Sud sans travailler à une autre organisation de la société, à de nouveaux modèles de développement. Par exemple, quelques questions juste pour terminer. Faut-il mettre en place des institutions multinationales dotées de pouvoirs importants qui peuvent contrôler la mondialisation, mais aussi imposer aux États-nations des règles supranationales qui, en l'état actuel, si rien ne bouge, ne peuvent résulter que des rapports de force et du lobbying des firmes multinationales? Ou encore, faut-il exiger des pays du Nord qu'ils s'ouvrent largement aux produits du pays du Sud pour leur offrir davantage de croissance, quand on sait en l'état actuel que si rien ne bouge, ces perspectives de croissance reposent sur le maintien des bas salaires au Sud?
Ou encore, faut-il protéger les travailleurs non qualifiés des pays du Nord ou des filières de métiers, comme le textile, par exemple, en Europe, en érigeant des barrières ou des quotas commerciaux, quand on sait que si on le fait, dans l'état actuel des choses, on condamnerait certains pays à ne plus pouvoir se développer. On voit bien qu'on a besoin de positionnements politiques clairs, offensifs, pour aider à dépasser la mondialisation capitaliste, et que c'est cela peut-être la responsabilité politique qui n'est pas encore suffisamment lisible. Les attentes donc vis-à-vis du politique, je l'ai dit, c'est d'aider à des conquêtes sociales et des conquêtes sociales durables. C'est peut-être aussi dans sa capacité à appréhender ce qui bouge, l'évolution du travail, les transformations aussi du salariat, des interventions concrètes pour permettre un mouvement collectif d'intervention sur la mondialisation et une extension des droits. Et puis j'ajouterai peut-être de manière un peu plus internationale, ce qui est attendu, notamment au niveau des ingénieurs cadets techniciens, quand on discute avec eux sur les enjeux européens ou les enjeux de la mondialisation, c'est qu'il y ait aussi des aides à faire émerger, à faire bouillonner des expérimentations d'autres formes d'économie construites notamment dans le tiers-monde, pour donner peut-être une visibilité concrète d'une action planétaire qui dépasse aussi l'aumône et la seule contestation.